Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence de votre communauté, le réseau O. Je suis Christophe Jurado, responsable du pôle O d'Idéal Connaissance et j'ai le plaisir d'animer cette session. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sachez que vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions dans le module de chat, donc le rectangle qui apparaîtra en bas de votre écran. C'est ce rectangle que l'on appelle le module de chat. Je lirai toutes vos questions et je les formulerai donc vers nos intervenants qui y répondront à l'oral. La participation pour le financement de l'assainissement collectif est distincte, donc la PFAC est distincte de la taxe d'aménagement. Elle ne saurait être prélevée que du seul fait de l'intervention d'une autorisation d'urbanisme. Elle est directement liée au raccordement au réseau d'assainissement collectif, qui est l'élément déclencheur de la participation. Elle doit être considérée comme une redevance pour un service rendu et non comme une participation d'urbanisme. Alors, cela soulève peut-être déjà un débat, nous pourrons y revenir tout à l'heure. La présente webconférence, en tout cas, pourra objet d'appréhender les différents cas d'application de la PFAC, notamment dans l'hypothèse de travaux d'extension, donc ce sera bien le cas, on le verra tout à l'heure, ou d'aménagement d'une construction déjà existante, comme une extension par une véranda. Alors, deux intervenants vont témoigner. Le premier donc, que je vous présente, c'est Maître Benjamin Carré. Bonjour Maître. Bonjour. Et le second, Claude Juvanon. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Donc, Maître Carré, vous travaillez chez le cabinet Landau et Associés, et Claude Juvanon, vous êtes directeur du syndicat intercommunal de la région de Naufle-le-Château. Tout à fait. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. Je vais laisser la main à Maître Carré. Je lance immédiatement le support de présentation. Et voici. Alors. Très bien. Donc, rebonjour à tous. Alors, on est là pour vous présenter avec Monsieur Juvanon et moi-même la participation au financement de l'assainissement collectif. Alors, il s'agit de la troisième webconférence à ce sujet. La première avait été faite par Monsieur Juvanon lui-même, la deuxième par moi-même et Madame Moureau du cabinet Capornier, et désormais Monsieur Juvanon et moi en tandem. On va rappeler les règles de base en premier qui sont celles de la participation au financement de l'assainissement collectif, ensuite son champ d'application, et à la fin les risques juridiques qu'on rencontre principalement sur cette participation. Et à l'issue de cette webconférence, on pourra répondre aux différentes questions qui se posent et on sera vraiment désireux aussi d'avoir des retours d'expérience en la matière. Donc, pour rappeler les règles de base, d'abord, j'ai remis la définition de ce qu'est la PFAC aujourd'hui, pour rappeler que voilà, il y a 5 choses à savoir essentiellement sur la PFAC. C'est l'autorité qui est compétente pour décider d'instituer ou non la participation au financement de l'assainissement collectif. C'est l'autorité qui est compétente en matière d'assainissement collectif. Donc, ça a longtemps été les communes ou des syndicats intercommunaux. Ce sera à l'avenir les communautés de communes, enfin, les comités d'agglomération et de manière générale les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le plus souvent. La PFAC, elle est applicable aux propriétaires des immeubles qui sont soumis à une obligation de raccordement. La notion de propriétaire est importante et on y reviendra. La PFAC a pour objet de tenir compte de l'économie réalisée, ce sont les termes employés par le texte à savoir l'article L1331-7 du Code de la santé publique. Elle a pour objet de tenir compte de l'économie que réalise le propriétaire en évitant d'installer une installation d'assainissement non collectif ou de la mettre aux normes. Le montant de la PFAC qui peut être décidé par la collectivité ou le groupement de collectivités, il doit être égal ou inférieur à 80% du coût que représente la pose d'une telle installation d'ANC, qui a été donc évitée. Et ensuite, le montant de la PFAC, dernière chose très importante à savoir, il est exigible à compter du raccordement au réseau de l'immeuble. Donc ça, Christophe, vous l'avez précisé. C'est très important de le savoir puisque c'est différent de ce qui était, vous l'avez sûrement connu pour la PRE, la participation au raccordement à l'égout,
qui était une participation d'urbanisme et qui était exigible à la date de l'autorisation d'urbanisme. C'est plus le cas pour la PFAC, qui est exigible à compter du raccordement au réseau d'immeubles, ce qui posait certaines difficultés et certaines interrogations. Et dans l'hypothèse où en fait l'immeuble a déjà été raccordé, puisque même c'était déjà le cas pour la PRE, on peut appliquer la PFAC même aux immeubles déjà raccordés, dès lors qu'il y a une extension de cet immeuble ou un réaménagement, et que cette extension ou ce réaménagement génère des eaux usées supplémentaires. Donc voilà, là ce sont les règles de base qui s'appliquent à la PFAC. Peut-être M. Juvanon aurait un commentaire à ce sujet. Non, enfin, effectivement, où se trouve la difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'on se branche et qu'on émet, enfin que les habitants émettent dans le réseau. Donc c'est la date sur laquelle le rejet s'effectue. C'est pas forcément la date de branchement sur le collecteur de la boîte de branchement au collecteur d'assainissement. C'est vraiment le branchement qui compte, et donc c'est là où on se retrouve un peu en difficulté pour savoir exactement quand se fait le branchement. Alors bon, la collectivité, on a pris une décision, donc si on n'a pas de déclaration donc des habitants de raccordement, on intervient 30 mois après, de telle manière qu'on soit. Et puis bon, si les gens sont pas raccordés, ben on reporte nous la demande de versement de la FAC. Oui, tout à fait. Et même pour ajouter une dernière chose, et après on va continuer, il y a beaucoup de collectivités donc qui mettent à disposition des propriétaires une déclaration de raccordement qui doit être renvoyée à la collectivité. Très bien. Donc, pour passer un bref historique de la PFAC, mais bon, maintenant, je pense que tout le monde est très au courant, et cette participation est plus aussi récente que ça, elle date du 1er juillet 2012, et elle a immédiatement remplacé la participation d'urbanisme, qui était, enfin, la PRE, qui était une participation d'urbanisme. Alors, il n'y a pas eu de substitution de plein droit, si bien que, c'est pas parce qu'une collectivité, en gros, avait institué la PRE, que le passage au 1er juillet 2012, la suppression de la PRE et le passage à la PFAC, faisait que cette collectivité avait nécessairement instituer la PFAC. Il fallait redélibérer. Là, c'est plus une question qui se pose aujourd'hui, plus de 6 ans après. Contrairement à la PRE, la PFAC n'est pas une participation d'urbanisme, et contrairement à ce qu'avait précisé Christophe, mais c'est vraiment une question qui a été débattue et qui en fait toujours est débattue, ou du moins qui peut toujours être débattue. La nature juridique de la PFAC, c'est la Cour administrative d'appel de Lyon qui a eu l'occasion de le préciser dans un arrêt en 2016, une contribution obligatoire au financement des travaux publics. Alors, quand on dit obligatoire, c'est tout naturellement lorsque sa mise en place a été décidée par la collectivité ou le groupement de collectivités compétents. C'est-à-dire que si on n'a pas décidé d'instituer la PFAC sur son territoire, il n'y a pas de contribution et donc pas d'obligation. Dès l'instant où on a par contre décidé d'instituer la PFAC, celle-ci est tout naturellement obligatoire. Et dire que c'est une contribution obligatoire au financement des travaux publics et non une redevance pour service rendu, c'est une différence qui est non négligeable, en tout cas pour le juriste, puisque il y a une différence s'agissant de l'autorité compétente, du juge compétent pour connaître des litiges. Si on est dans un service rendu, l'assainissement étant un SPIC, un service public industriel et commercial, on aurait des litiges devant le juge judiciaire, donc devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance, et ensuite devant la cour d'appel. C'est pas du tout le cas, puisque c'est une contribution obligatoire au financement de travaux publics. Le juge compétent est bien le juge administratif, donc tribunal administratif, cour administrative d'appel et conseil d'État. Et c'est la raison pour laquelle tous les contentieux en matière de PFAC, qu'il s'agisse de contentieux sur la délibération qui institue la PFAC, que sur les décisions d'assujettissement et de recouvrement de cette contribution aux redevables, tous ces contentieux sont portés devant le juge administratif. Alors, sur quel immeuble s'applique la PFAC ? La PFAC s'applique aux constructions et reconstructions, aux extensions et aux aménagements de tout ou partie de plusieurs immeubles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas si simple que ça en fait, puisque ça pose énormément de problèmes. Et en fait, là, ce que je dis, ça veut tout dire, et ça pose un millier d'hypothèses. Alors, l'hypothèse des reconstructions, par exemple, c'est une hypothèse qui était déjà prévue s'agissant de la PRE, et c'est le Conseil d'État qui lui-même, pour dire les choses précisément, avait prévu qu'on pouvait appliquer la PRE à un immeuble reconstruit, et donc possiblement déjà raccordé, mais en fait entièrement reconstruit.
Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas dire que... Enfin, c'est compliqué d'avoir dit que la PFAC est applicable et exigible à compter du raccordement, alors même qu'il y a beaucoup d'hypothèses où ce sera après un raccordement déjà effectué qu'elle pourrait l'être. Dernière distinction, autre distinction non négligeable avec la PRE, c'est que la PFAC s'applique aux immeubles qui ont été édifiés antérieurement à la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées, ce qui n'était pas le cas de la PRE. Et ça, c'est en fait, c'était pas le cas de la PRE, où c'était précisé explicitement dans le Code de la santé publique que la PRE n'était exigible que pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau. Et à l'occasion de l'institution de la PFAC par le législateur, on a en fait supprimé cette référence, si bien que forcément on est obligé de déduire qu'elle s'applique aux immeubles qui ont été édifiés antérieurement. Donc le champ d'application est élargi. Et je voulais simplement préciser que, une fois que la FAC est établie donc par un arrêté donc de la collectivité, elle s'applique sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, à une exception qui sont les actes peut-être, donc des tarifs différents sur l'ensemble du territoire. Donc, avec cette notion d'application de la FAC postérieure, sur les constructions qui est antérieure donc à l'édition du réseau d'assainissement, c'est quand même une ressource importante que les collectivités peuvent mettre en place pour faire des extensions de réseau. Oui, tout à fait. Et ce qui est en effet le cas, c'est que dès lors que c'est une contribution facultative pour vous, c'est facultatif pour vous de la mettre en œuvre ou non, mais dès l'instant où vous la mettez en œuvre, en effet, vous ne pouvez pas décider d'exclure certains propriétaires de son champ d'application. A fortiori, on ne peut pas avoir de clause contractuelle en cas de construction de logements qui permettrait d'exonérer le constructeur de cette participation. Donc, c'est une décision qui reste même importante. Après, qui peut être revue par, puisque la PFAC peut être instituée par délibération de votre comité syndical ou de l'organe délibérant, par pure logique et par règle de paralysie des formes, elle peut être retirée ou abrogée ou mise fin, en tout cas, par aussi une délibération. Elle s'applique donc à tous les propriétaires, ce que M. Juvanon précisait, et elle s'applique aux propriétaires, y compris donc... Alors, sur le support, on précise les lotisseurs, mais en fait, les lotisseurs, quand ce sont eux qui procèdent à la construction du lotissement, et pas dans cette seule hypothèse. Sinon, ce sont les propriétaires de chaque lotissement, y compris les promoteurs immobiliers ou le syndic de copropriété pour un immeuble collectif, et donc pour le vendeur-constructeur de logements en état de futur achèvement en attente de la constitution de ce syndicat de copropriété. Donc la PFAC, tout naturellement, ne s'applique pas aux locataires et à toute autre personne qui peut être considérée comme propriétaire au moment où on décide d'appliquer la PFAC. On n'applique pas la PFAC à une personne qui va être propriétaire de l'immeuble sur lequel on veut recouvrer l'argent. Alors, à partir de quand s'applique la PFAC? Donc là, c'est une très grande question qui se pose. La PFAC est exigible, c'est le texte qui le dit, donc l'article 1331-7 du Code de la santé publique, à compter de la date à laquelle l'immeuble est raccordé, et si l'immeuble est raccordé, à compter de la date d'extension ou de réaménagement des travaux, dès lors que cette extension ou ce réaménagement de travaux génère des eaux usées supplémentaires. Bon. Et toute la subtilité est dans ce mot générer des eaux supplémentaires, qui n'est pas très facile de déterminer, et donc on verra tout à l'heure que les juges peuvent avoir des positions un peu différentes. Exactement. Techniquement, c'est pas nécessairement d'une part évident, et alors juridiquement, c'est devenu quelque chose d'encore plus compliqué. Donc, peut-être on peut regarder que cette distinction entre l'immeuble raccordé et l'immeuble déjà raccordé, on relève que quand l'immeuble est déjà raccordé, on dit que la PFAC est exigible à compter de la date d'extension ou de réaménagement des travaux, si bien on voit bien que la notion de date de raccordement n'est pas forcément la plus pertinente, si je peux me permettre de le dire ainsi, et que quand la PRE disait la date à laquelle la PRE était exigible, c'était l'autorisation d'urbanisme, l'autorisation de construire, ça paraissait un peu plus logique, parce que c'est la date à laquelle on peut constater les travaux qui quand même paraît plus pertinente
que la date du raccordement en tant que telle, dès l'instant où en fait la date du raccordement effectif est vraiment difficile à déterminer. Ensuite, sur la possibilité d'institution rétroactive de la PFAC, je ne sais pas si c'est une question qui se pose encore aujourd'hui beaucoup, mais peut-être que vous pourrez nous faire part de cette interrogation. C'était pour savoir, la PFAC a été décidée par le législateur, c'est le législateur qui l'a institué, et qui a mis la date du 1er juillet 2012 pour son entrée en vigueur. Si une collectivité ou un groupement de collectivités compétent en matière d'assainissement collectif n'avait pas encore décidé à cette date d'instituer la PFAC, en fait, le gouvernement a précisé qu'elle pouvait l'instituer après et avec un effet rétroactif à compter du 1er juillet 2012. C'était une réponse ministérielle du 7 juillet 2016 qui l'a précisé. Je ne sais pas si ça a donné sujet à contentieux. Il y a eu beaucoup de contentieux sur le double emploi ou l'évitement du double emploi PFAC-PRE. Sur ce sujet en particulier, je ne suis pas certain qu'on ait eu beaucoup de contentieux. Alors, où s'applique la PFAC? C'est l'ensemble du territoire concerné. Le territoire concerné étant entendu le périmètre de l'autorité compétente en matière d'assainissement collectif. Donc, lorsque c'était une commune, le territoire communal. Lorsque c'est un syndicat, le territoire du syndicat, territoire syndical. Si c'est une commune, territoire communautaire. Là, ça pose pas de difficultés particulières. Les difficultés particulières en ce qui concerne l'application, le champ d'application géographique de la PFAC peut se poser lorsqu'il y a des zones d'aménagement concerté où on a une prise en charge de la PFAC qui peut être spécifique. En pareille hypothèse, dans la zone d'aménagement concerté, il faut bien faire attention à savoir ce qui est mis dans le programme des équipements publics de la zone à la charge de l'aménageur. Si dans ce programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté à faire, l'aménageur a pour tâche de réaliser le système de collecte de traitement des eaux usées, la participation financière de la participation de la PFAC ne pourra lui être imposée sans que le contraire reviendrait à lui imposer deux fois la même participation pour la même réalisation de travaux. Oui, ce sera la double peine pour lui, effectivement, puisqu'il aura payé déjà donc, les travaux, plus derrière l'économie que fait la collectivité pour faire son réseau et sa station d'épuration. Donc, c'est sûr que ça serait la double peine pour lui. Exactement. On ne peut pas dire dans un programme d'équipement public de faire des travaux de collecte, des équipements de collecte des eaux usées pour ensuite imposer à l'aménageur de payer une contribution qui doit permettre à la collectivité de financer ces travaux puisque ce ne sera pas la collectivité de le faire. C'est relativement logique. C'est donc le seul cas, entre guillemets, d'exception qu'on a donc sur un territoire pour s'appliquer la FAC. Exactement. Alors, combien coûte la FAC? De combien peut être le montant de la participation au financement de l'assainissement collectif? Donc, le Code de la santé publique, donc l'article, toujours le même article, le L1331-7 du Code de la santé publique, son alinéa 3 précise une chose, son mode de calcul précise que la PFAC ne peut pas excéder 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement collectif, du coût de ce qui aurait coûté au propriétaire d'installer son installation d'assainissement non collectif. Alors c'est assez intéressant d'avoir fixé pareil cadre pour le calcul de la PFAC, ce qui n'est pas sans poser de problème. Oui, un problème qu'on peut rencontrer, c'est que quand on a une extension, qu'est-ce que c'est que les 80% du coût donc, des travaux de l'assainissement non collectif qu'on aurait à mettre en place? Donc ça devient relativement compliqué, parce que ça peut être la remise en cause complètement de l'assainissement non collectif, mais ça peut être aussi un complément, une fosse complémentaire, un drainage supplémentaire à faire. Donc c'est très difficile à chiffrer quand on a des extensions, c'est 80%. Donc c'est pour ça que les collectivités ont des fois du mal à pouvoir chiffrer cette FAC sur cette partie-là. Donc nous on a pris comme position, donc c'est 80% effectivement, mais on a pris un prix au mètre carré de telle manière qu'on soit largement en dessous de ces 80%. Oui, et je pense que c'est ce qui est appliqué le plus souvent par les collectivités ou les groupements de collectivités compétents et qui ont décidé d'instituer la PFAC.
c'est pour éviter, parce qu'on peut être à 80%, mais on peut être aussi en dessous de 80%, c'est le maximum autorisé. Étant donné que c'est difficile à déterminer et que ensuite c'est difficile à établir, comment établir le prix du coût d'une installation d'assainissement non collectif, il peut y avoir devant le juge gros contentieux là-dessus. Mieux vaut essayer d'être plus ou moins large, de fixer un montant pas largement en dessous, mais avec une certaine marge de manœuvre. Alors, il y a certaines collectivités qui demandent à ce qu'on chiffre le coût de l'assainissement non collectif pour pouvoir comparer donc par rapport à la FLAC le problème, c'est que réglementairement, je vois pas comment qu'on peut demander aux pétitionnaires de chiffrer, de faire chiffrer cette extension de l'assainissement non collectif. Donc c'est encore compliqué. Bon, je sais qu'il y a quelques collectivités qui l'ont fait. Tant qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Oui, parce qu'on ne peut pas demander forcément à un pétitionnaire bénéficiaire d'un permis de construire ou d'une autorisation de construction de manière générale. On a une liste de pièces à lui demander qui est fixée par le code de l'urbanisme. On ne peut pas non plus lui demander des choses qui sont différentes de ce qui est prévu par le code de l'urbanisme. Donc effectivement, ça peut paraître difficile, mais le fait est que c'est difficile pour vous de chiffrer ce montant et ensuite de l'établir. Ça ne vous empêche pas, ceci dit, de fixer un montant forfaitaire, c'est-à-dire de ne pas fixer une méthode de calcul, on va dire ça comme ça, mais de fixer un montant forfaitaire, c'est-à-dire un montant seul et unique, tant qu'il ne déplace pas ce plafond légal que constituent les 80% du coût de la fourniture de la pose d'une installation d'assainissement non collectif. Alors, il y a une jurisprudence du tribunal administratif de Montpellier de 2013 qui précise que même si, dans votre délibération, vous décidez d'instituer une PFAC forfaitaire, vous n'êtes pas dispensé de votre obligation de déterminer les modalités de calcul de la PFAC. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans le Code de la santé publique, on précise bien que cette PFAC doit être préalablement donc instituée par une délibération, laquelle, et là je cite le Code de la santé publique, détermine ses modalités de calcul. Et le juge a dit, donc il faut, fort logiquement, déterminer les modalités de calcul dans la délibération. Sauf que si on fixe une PFAC forfaitaire, le calcul, il est relativement simple. Pour autant, il y a un juge administratif qui a cru bon de devoir imposer, de déterminer les modalités de calcul à une PFAC forfaitaire, si bien que le calcul, il est assez... Alors, ça doit sûrement être pour justifier des motifs en fait, en droit qui poussent à imposer une PFAC forfaitaire plutôt qu'une règle de calcul avec un coefficient ou avec des critères, mais ça peut être assez compliqué. Du reste, les PFAC forfaitaires sont légion et je n'ai pas de chiffres sur la quantité de PFAC forfaitaires par rapport aux quantités de PFAC non forfaitaires, mais on trouve les deux habituellement. Alors, le principe, il est le principe pour tous les types de tarifs, c'est un tarif unique pour tous les redevables dès l'instant où les redevables sont placés dans la même situation. Donc, on peut fixer toutefois plusieurs montants forfaitaires, par exemple, lorsqu'on décide d'appliquer une PFAC forfaitaire, à condition de justifier des différences d'application qui résulteraient du raccordement ou de l'extension et du réaménagement de l'immeuble. Si on ne fixe pas de PFAC forfaitaire, le tarif n'est pas forcément unique, il peut être variable. C'est la règle de calcul qui est unique. Il y a une jurisprudence intéressante du tribunal administratif de Marseille qui a précisé qu'on pouvait instituer plusieurs catégories ou sous-catégories de redevables, ce qui est assez paradoxal et assez délicat à faire. Parce que d'abord, comme on vous l'avait précisé, on ne peut exclure aucun propriétaire de la PFAC. On ne peut pas les désigner non plus. C'est pas le rôle de la délibération qui institue la PFAC de désigner ses propriétaires. Mais du reste, on peut distinguer dans l'application de la PFAC sur son territoire. Par exemple, là, c'était à propos de camping. On distinguait les terrains qui étaient amenés à recevoir des campings des terrains qui ne l'étaient pas. Et l'application de la PFAC était différente selon ces deux hypothèses. Donc, on peut prévoir plusieurs catégories et, comme dit le juge, des sous-catégories pour tenir compte, là je cite le tribunal administratif de Marseille, de la diversité des situations rencontrées. Une précision qui pourrait être importante si vous n'avez pas encore délibéré pour instituer la PFAC
ou si vous vous demandez s'il ne faut pas modifier votre délibération, c'est qu'il est idéal de fixer un coût par logement et pas un coût par branchement. Alors là, je donne un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon de 2014 en ce sens, qui ne dit pas de faire ceci, mais qui avait expliqué en fait que c'était le cas alors je sais plus si c'était une commune ou un syndicat ou une communauté, qui avait institué la PFAC, et cette délibération précisait bien que sa PFAC était due par logement construit. Et elle s'était trouvée dans cette situation où en fait sur un même terrain, beaucoup de logements, au moins plusieurs, ont été construits, mais avec un seul branchement. Et la délibération n'est pas instituée un coût par logement, mais par branchement, je rectifie. Donc, une seule PFAC n'était applicable pour ce seul branchement, alors même qu'il y avait plusieurs logements et qu'il y avait eu possibilité d'instituer plusieurs PFAC. Donc, attention à ça, et par souci de sécurité juridique maximum, fixer un coût par logement serait plus pertinent. Alors, combien coûte la PFAC? On a une distinction donc pour les immeubles domestiques et les immeubles assimilés domestiques, sachant qu'il y a une PFAC pour les immeubles assimilés domestiques ou non domestiques, mais qui n'est pas en fait une FAC. C'est un autre article, c'est l'article L1331-7-1 du Code de la santé publique, avec certaines différences, mais usuellement quand on décide d'instituer la PFAC, tout le monde appelle la FAC. Voilà, et on institue la PFAC assimilée domestique et on l'appelle la FAC aussi. Alors pour les immeubles domestiques, les critères les plus fréquemment utilisés, du moins ceux qu'on rencontre le plus souvent, c'est le critère de la surface de plancher et le critère du nombre de logements. Alors par exemple, peut-être on peut donner l'exemple du syndicat. Donc le CIRN, lui, donc a effectivement un prix donc au mètre carré avec donc un mètre carré de surface de plancher. Donc j'insiste bien de surface de plancher ou de surface fiscale quand on n'a pas la notion de la surface de plancher, puisque par exemple si on a une extension de réseau, on peut se retrouver donc avec des maisons sur lesquelles on n'a pas du tout la surface de plancher, puisqu'avant c'était pas la surface de plancher, c'était la chaude ou la chobe qui comptait. Donc du coup, on se retrouve sans notion de surface. Donc dans notre délibération, on a bien précisé que si on n'a pas la surface de plancher, on prend la surface fiscale. Donc à ce niveau-là, les surfaces fiscales, toutes les communes les ont. Hein, donc c'est quelque chose qui est aisé d'avoir. Et donc nous on applique, mais on a quand même pris une restriction, c'est-à-dire qu'en dessous de 9 mètres carrés, on n'applique pas, on applique la FAC, mais on la met pas en recouvrement. Pourquoi? Parce que ça nous coûte plus cher de la mettre en recouvrement en dessous de 9 mètres carrés. Donc, du coup, on exempte tout ce qui est 9 mètres carrés. En plus, ça correspond à peu près à une chambre de loi Carrez. Donc, du coup, on a essayé de trouver quelque chose que le juge pourra au moins retrouver dans ça. Donc voilà comment on l'institue. Bien sûr, on a aussi nous quelques modifications. Par exemple, si on a une extension, donc on la prend sur la surface de l'extension. Si on a une déconstruction provisoire qui peut arriver, par exemple, une maison est en sinistre, la maison à côté donc est touchée, ils mettent quelque chose de provisoire, donc la FAC provisoire sera déduite de la FAC définitive, bien sûr, qui sera payée par l'usager. Donc on a aussi institué aussi une FAC sur les abris de jardin qui sont au-delà de 2 mètres par rapport à la maison principale. Pourquoi? C'est parce qu'on peut avoir, nous, des très grands abris de jardin de 30 à 40 mètres carrés. Donc, ce qui fait que généralement, on a un point d'eau, peut-être un lavabo qui se met, et si on est très près de l'immeuble, on se branche sur le réseau de l'immeuble. Donc, du coup, pour le moment, on n'a pas de difficulté avec cet aspect-là. Oui, et ensuite, donc, là, c'est un exemple qui peut être donné. Il y a aussi, donc, comme on voulait préciser, l'exemple du tarif forfaitaire. Et là, il y a une assez grande liberté d'appréciation du choix retenu dès l'instant où vous ne dépassez pas ce seuil, ce plafond légal plutôt,
de 80% du coût de la pose et de la mise en place d'une installation d'assainissement non collectif. Alors, par exemple, j'ai mis l'exemple d'un tarif progressif, c'est-à-dire de 0 à 120 mètres carrés de surface de plancher caractérisée. On institue un montant de X euros par mètre carré, et à partir de 121 mètres carrés jusqu'à 300 mètres carrés, on met un autre montant par mètre carré. Donc, tarif typiquement progressif. Il y a même, je crois, on a un exemple de tarif dégressif. Alors, pourquoi un tarif dégressif? Mais il n'y a pas de logique autre que celle de ne pas dépasser les 80% du plafond, le plafond légal de 80% du coût de mise en place d'une installation d'ANC. Pour les immeubles assimilés domestiques, il y a une différence. Et là, il faut distinguer bien votre FAC assimilé domestique de votre FAC domestique, puisque, en fait, ce sont deux dispositions légales différentes qui instituent ces deux participations. Et alors pourquoi? Je ne sais pas, mais sur la FAC assimilée domestique, il n'y a pas cette notion, ce plafond légal de 80% du coût d'installation du coût d'une installation d'ANC. On doit simplement dire, et là c'est le législateur qui l'écrit, tenir compte de ce que coûte une installation d'ANC. Libre à vous d'apprécier cette limite et cette absence de limite, plus exactement. Alors, je voudrais revenir un peu sur l'assainissement, enfin sur la FAC domestique. On a la même chose en FAC assimilé. C'est par exemple quand on a des extensions de réseau, on a des immeubles, enfin des maisons qui ont des assainissements non collectifs qui ont moins de 10 ans. Donc nous, on a mis en place une dégressivité par rapport donc au paiement de la FAC en fonction de l'âge de l'assainissement. On considère que un assainissement non collectif est amorti en 10 ans, et donc au fur et à mesure donc de la date, quand on connaît la date de conformité, hein, bien sûr. Donc on a mis quelque chose de dégressif de telle manière que quelqu'un qui vient juste de faire son assainissement, il ne soit pas obligé d'avoir la double peine, hein, donc payer son assainissement et puis de l'autre côté repayer la FAC. Donc je pense que ce genre de choses, c'est vrai que dans la législation il n'y a pas quelque chose de clair, mais comme on peut exempter pendant 10 ans, nous c'est un moyen de faire que les gens se branchent rapidement au réseau. Et on a mis la même chose pour les assimilés domestiques. Oui, puisque là, pour le coup, on peut suivre le même raisonnement. Ça pose pas de problème. Alors pour les assimilés domestiques, nous, on a fait donc un forfait jusqu'à 400 mètres carrés. Oui. Et après, donc un montant par rapport à 100 mètres carrés supplémentaires. D'accord. Pourquoi? Parce que on connaît pas du tout ce qu'il va y avoir. Et en plus, sur les assimilés domestiques, on peut avoir des mutations très rapides. On peut avoir, par exemple, un hangar de stockage, et puis derrière, ça c'est revendu, et ça passe à un hangar où on a 50 personnes qui viennent travailler, etc. Donc, et derrière, une fois qu'elle a été payée, on ne peut plus la faire revenir, puisqu'elle a été payée une fois. Donc, c'est assez compliqué sur les assimilés domestiques. Assez compliqué, et c'est la raison pour laquelle on prend un critère dans ce cas-là de superficie plus large, on apprécie plus largement le critère de superficie. Tout à fait. Puisque en fait, si on comprend bien, c'est pas tant le critère de superficie qui va permettre de déterminer la quantité d'eau usée qui sera générée. Tout à fait. On a pris 400 mètres carrés donc au départ, donc parce que c'est ce qu'on a à peu près en moyenne sur les dépôts, et donc avec une FAC, je peux vous donner le chiffre, c'est 3 000 euros pour les 400 mètres carrés. D'accord. Alors cette FAC est révisée nous tous les ans quasiment. Tous les ans. Donc alors tous les ans pour fixer le prix du mètre carré, mais aussi tous les ans parce qu'on a toujours à améliorer notre délibération, parce qu'on a toujours des cas qui se posent qu'on n'aurait jamais pensé. Par exemple, des hôtels qui se séparent, des hôtels sur lesquels on a découvert, nous, dans les placards, des sanitaires, des choses comme ça. Donc, c'est pas simple à trouver, alors qu'il y avait donc un système un peu différent avant. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup d'hypothèses d'application de la FAC différentes les unes des autres et qui s'enchevêtrent en fait. Il y a déjà la différence à faire entre les immeubles domestiques et les immeubles non domestiques ou qui peuvent être assimilés domestiques, la différence entre la construction et l'extension,
dans les extensions, les cas de réaménagement, qui sont aussi à distinguer des cas de réaménagement et de changement de destination de l'immeuble. Voilà, le changement de destination, par exemple. À chaque hypothèse, en fait, sa fac doit être appliquée une fac qui serait en fait un peu particulière. Les risques juridiques. Alors, pour passer aux risques juridiques, alors, en fait, j'en distingue deux aujourd'hui, qui, d'une part, est l'approche générale du juge sur la fac, du juge administratif, comme je l'ai précisé, c'est le juge administratif qui est compétent pour connaître des litiges relatifs à la fac. Et deux, on le verra plus en détail, c'est le problème de cette notion d'eau usée supplémentaire générée. Comment on apprécie ces eaux usées supplémentaires générées. Mais simplement pour faire un petit... on peut avoir un bref aperçu de la position du juge sur la fac. Donc, comme je le précisais, c'est bien le juge administratif qui est compétent. On retrouve, alors j'ai mis confusion permanente, ou du moins on peut dire confusion très régulière du juge administratif aujourd'hui entre la PRE et la fac. Et dans beaucoup de jugements, on voit que le juge cite à juste titre les dispositions de l'article 13, 31, 13, du Code de la santé publique relatives à la fac, mais qui étaient en fait les dispositions relatives à la PRE avant, et cite expressis verbis la notion de participation au raccordement à l'égout. Alors, ça peut paraître tout à fait anodin dès l'instant où la fac s'est substituée à la PRE, mais en fait, comme on vous l'a précisé, il n'y a pas eu de substitution automatique, il n'y a pas eu de substitution de plein droit, c'est quand même pas les mêmes contributions. La PRE, c'est une participation d'urbanisme, la fac, c'est une contribution obligatoire, il n'y a pas le même champ d'application, donc bon. Et ça permet pas de comprendre que le juge a une approche très méticuleuse de ce contentieux. Mais bon, là, c'est pas non plus le problème majeur. Et si vous avez un jugement qui précise qu'on est dans le cadre d'une participation au raccordement à l'égout, alors même qu'en fait c'est une participation au financement de l'assainissement collectif, ça relève plutôt de l'erreur purement matérielle du jugement, qui n'aurait pas véritablement de conséquences sur la solution sur le fond. Le vrai problème en matière de fac, c'est qu'on a des jurisprudences qui sont très casuistiques. Ça veut dire des jurisprudences qui sont au cas par cas, et le cas par cas veut parfois, souvent dire que on a des contradictions qui sont faites. Il y a donc il en résiste une forte insécurité juridique, puisqu'on est incapable de savoir si tel cas on est fondé à appliquer la fac ou non, puisqu'on arrive à trouver un jugement de tribunal administratif qui dit oui et un arrêt de cour administratif d'appel qui dit non, mais après une position du tribunal administratif qui confirme sa position initiale. Donc c'est pas forcément évident et sécurisé juridiquement. Alors là, on va parler du cas particulier qui illustre bien cette insécurité juridique, de l'extension ou de réaménagement d'un immeuble déjà raccordé. Donc, comme on l'a précisé, la fac peut s'appliquer à un immeuble déjà raccordé dès l'instant où en fait on constate sur cet immeuble une extension ou un réaménagement de celui-ci qui génère des eaux usées supplémentaires. Alors, l'expression exacte, c'est dès lors qu'il génère des eaux usées supplémentaires. C'était une notion qui était déjà existante s'agissant de la PRE, avec le cas qui avait, là on a retrouvé, c'est un arrêt très important, du cas de reconstruction d'une construction ancienne, donc là c'est un arrêt du Conseil d'État de 1997. Et en 2003, c'est la décision la plus ancienne que j'ai trouvée. On cite souvent une décision de principe de 2009, mais en fait il y a des décisions en 2003 qui le disaient déjà. Le Conseil d'État considérait que peuvent être assujettis au versement de la participation, donc là c'était la PRE, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées. Là, je voudrais simplement faire la petite différence qu'il y a entre la PRE et la fac. C'est pas par plaisir que je le fais, c'est simplement qu'on est dans des cas tellement particuliers qu'il faut bien s'attacher aux mots. Et on distingue que quand même il y a une différence entre la PRE et la fac sur ce point, là encore. C'est que pour la PRE, c'était une création purement jurisprudentielle et on parlait de travaux de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées. Tandis que la fac, on parle de travaux dès lors que ces travaux génèrent des eaux usées supplémentaires. Ça peut paraître exactement la même chose, et en fait, le juge a tendance à considérer que c'est un peu la même chose, mais c'est pas la même chose, effectivement. Alors, non, c'est pas la même chose, parce que induire, ça veut dire qu'on met un point d'eau. Générer, c'est pas forcément un point d'eau. C'est quelque chose qu'on utilise, qui fait qu'on a plus d'eau qui va être rejetée. Donc c'est la grosse différence entre les deux termes, pour moi. Exactement. C'est exactement ça, et je pense aussi qu'on pourrait aussi
avoir une différence dans l'appréciation de ce que sont des travaux de nature à induire des eaux usées supplémentaires. C'est-à-dire qu'on est dans une appréciation très abstraite, tandis que quand on parle d'eau usée supplémentaire générée, on paraîtrait plutôt être dans l'appréciation très concrète, et on va voir concrètement s'il y a des eaux usées supplémentaires qui sont générées. Sauf qu'on ne peut pas le faire en fait. Et là, on va préciser pourquoi. Alors, donc, comment évaluer cette notion d'eau usée supplémentaire? Alors, est-ce qu'on est dans une appréciation concrète ou abstraite? Ça, c'est le juge administratif qui se pose forcément cette question. Est-ce que on suppose d'appliquer systématiquement la FAC en cas d'extension ou de réaménagement d'un immeuble? A priori non, puisque quand la loi dit qu'elle s'applique au cas d'extension ou de réaménagement d'un immeuble, dès lors que cette extension ou ce réaménagement génère des eaux usées supplémentaires, le terme dès lors pourrait supposer qu'il y a des cas d'extension ou de réaménagement qui ne supposent pas d'eau usée supplémentaire générée. Ce qui pourrait être le contraire pourrait très bien être soutenu. Et plus restrictivement encore, est-ce qu'on applique la FAC uniquement en cas de création d'un point d'eau supplémentaire? Le Conseil d'État, au début, semblait avoir dit oui à propos de la PRE, mais en fait, c'était, à mon sens, simplement un cas d'espèce. L'addition, elle est reprise après. C'était simplement un cas d'espèce, mais il semble aujourd'hui qu'on ait encore, on a encore des jugements aujourd'hui de tribunal administratif qui décident d'appliquer la FAC seulement s'ils constatent dans le cadre du réaménagement ou du réaménagement ou de l'extension, la création d'un point d'eau supplémentaire, sans se dire si cette extension ou ce réaménagement, peu importe s'il y a eu un point d'eau supplémentaire ou non, va en fait générer des eaux usées supplémentaires de manière générale par la construction. Alors, le problème, c'est que quand en droit d'urbanisme, maintenant, on n'a plus le droit de demander la répartition des pièces à l'intérieur d'une propriété. Donc, dans l'immeuble, c'est-à-dire que vous ne savez pas s'il y a 1, 2, 3, 4 ou 5 pièces d'eau. Donc, on n'a pas le droit d'avoir les plans à l'intérieur des maisons. Donc, ça veut dire que c'est toujours sujet à déclaration de la part du pétitionnaire. Donc, à ce titre-là, il peut très bien nous déclarer une pièce de 100 mètres carrés. En gros, c'est un exemple qu'on va vous donner tout à l'heure. Et puis, nous dire, non, j'ai pas de pièce d'eau dans cette partie-là. Donc, je ne génère pas d'eau usée supplémentaire. Donc, c'est là où on se retrouve quand même sans avoir la possibilité de contrôler ce qui va être mis en place à l'intérieur de l'habitation. Et c'est un des principaux problèmes pour donc appliquer la FAC en pareille hypothèse. C'est cette impossibilité de contrôle et ensuite cette impossibilité de vraiment prouver qu'il y a eu des eaux usées supplémentaires générées. On reviendra là-dessus, sur ce point. Simplement, j'aimerais parler d'une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles récente du 22 novembre 2018 qui a bien précisé, alors c'était le cas particulier d'une construction d'une véranda, mais en fait, si on lit bien la décision, on peut très bien l'appliquer à d'autres hypothèses que la construction d'une véranda. La Cour administrative d'appel de Versailles, en annulant un jugement de première instance du tribunal administratif de Versailles, a précisé que la FAC pouvait être applicable au cas d'extension d'une construction avec construction d'une véranda, notamment au regard de ses nécessités d'entretien de cette véranda et même en l'absence de création d'un point d'eau supplémentaire. Elle n'avait pas cherché à savoir si sur une véranda on crée un point d'eau supplémentaire. A priori, c'est pas le cas. Sur une véranda, c'est pas l'objet en tout cas d'une véranda, c'est pas de créer un point d'eau supplémentaire, même si c'est pas exclu. C'était pas le cas et c'était pas le cas et ce sera généralement pas le cas. Pour autant, le juge considère que la FAC peut bien être possiblement appliquée, puisqu'il y a bien des eaux usées supplémentaires qui sont générées, puisque la construction d'une véranda, pour être très concret, suppose de la nettoyer, suppose un tas de choses qui font qu'il y aura forcément des eaux usées supplémentaires qui seront générées de manière générale par l'immeuble. Donc la FAC s'applique. Le tribunal administratif, donc, initialement, avait donc condamné la collectivité parce qu'il n'y avait pas de nuitée supplémentaire dans une véranda. Une nuitée, donc ça veut dire une chambre, on ne peut pas créer une chambre. On peut toujours mettre des rideaux, des choses comme ça, une véranda, et puis faire dormir quelqu'un dedans. Mais bon, donc c'était sa base de jugement. Bon. Donc la Cour d'appel a bien décidé autrement. Et puis en plus, je pense que c'est surtout aussi parce que elle a permis de montrer que si le permis de construire avait été fait avec la véranda initialement, c'était la globalité qui était prise en compte.
Donc il y a une distorsion donc par rapport à ce qui a été fait au départ et ce qui est fait après quand on rajoute une pièce supplémentaire ou enfin une véranda supplémentaire. Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le propriétaire ou le constructeur qui va construire sa maison avec une véranda dès l'origine va payer, ou dans l'hypothèse du tribunal administratif, décidé par le tribunal administratif de Versailles, aurait payé plus que le propriétaire qui donc a sa maison et qui décide ultérieurement de construire une véranda. Parce que dans cette hypothèse, on considérerait que la véranda ne va pas générer d'eau usée supplémentaire. Bon, en tout cas, c'était une position qui était assez qui méritait un appel, et d'ailleurs la Cour administrative d'appel de Versailles lui a donné tort au juge de première instance, au premier juge. La notion de nuitée supplémentaire, ou en fait de création d'une chambre à coucher, ça veut dire un peu la même chose, elle est assez surprenante, parce qu'on est vraiment dans l'hypothèse où une hypothèse très restrictive de la notion d'eau usée supplémentaire. La loi dit qu'on applique l'APFAC quand il y a des eaux usées supplémentaires générées. Elle ne dit pas qu'on applique l'APFAC quand il y a création, quand le cas d'extension ou de réaménagement suppose la création ni d'un point d'eau ni d'une chambre à coucher. Donc l'interprétation du juge, elle allait manifestement au-delà de ce que la loi donnait à interpréter. Donc voilà, alors sur l'obligation de créer un point d'eau, en fait on y a plus ou moins répondu. Là, le premier arrêt du Conseil d'État de 2009, c'est celui dont je vous parlais, où en fait il expliquait que la PRE était applicable dès lors qu'un logement a un logement déjà raccordé, dès lors qu'il était de nature à induire des eaux usées supplémentaires. Et le cas d'espèce, c'était la création de 6 cuisines et 6 salles de bain supplémentaires. Donc que de points d'eau supplémentaires. Et c'est en fait avec ce cas d'espèce particulier, les juges du fond ensuite en ont déduit que c'était dans cette seule hypothèse de création d'un point d'eau supplémentaire qu'on pouvait appliquer la PRE, ensuite la FAC. En fait, pas du tout. On a un arrêt du tribunal administratif de Versailles, donc du même tribunal dont on parlait, qui a pourtant vu déjà une de ses décisions annulée par la Cour administrative d'appel de Versailles sur ce motif. Il a décidé de en fait continuer dans sa logique et le 12 mars dernier, donc il y a même pas 10 jours, a décidé que la FAC n'était pas applicable au cas d'extension de réaménagement. Alors c'est une extension. C'est une extension de plus de 90 mètres carrés qui vraiment contre la maison, et donc sur lequel ça serait enfin, c'était un grand salon et un petit salon sans séparation à l'intérieur. Bon, il y a aussi une ambiguïté avec la partie d'un garage, mais le garage, lui, n'a jamais été pris dans la surface de plancher, donc ça peut pas être le garage qui était pris. Mais bon, enfin, ils ont joué sur l'ambiguïté, et effectivement, donc voilà, ça va partir en appel. Voilà. Et voilà, 100 mètres carrés construits en plus. Alors, j'ai plus de mémoire la surface originale de la construction. Mais, en tout cas, le juge, il reprend la même logique, c'est de dire, il n'y a pas de création de chambre à coucher supplémentaire, c'est un salon, donc il n'y a pas de point d'eau, donc il n'y a pas de fac. Alors même que c'est pas du tout l'interprétation qui doit être donnée, et en tout cas qui est donnée par les juges d'appel de ce cas d'application de la PRAC. Donc, comme M. Julianon a précisé, un appel a été fait contre cette décision. Tout à fait. Et cet appel, donc, bon, maintenant, on va encore attendre 3 ans donc, voilà. pour voir la décision. Ça sera pour la 9e webconférence sur la PRAC. Ensuite, j'avais une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles sur la PRE, mais là, en par hypothèse, bon, comme je vous avais dit, il y a une distinction quand même à faire entre la PRE et la FAC sur cette notion sur cette hypothèse d'extension de réaménagement, parce qu'il y a une petite différence. On parle de nature pour la PRE et d'eau usée supplémentaire générée pour la FAC, mais quand même on peut regarder ce qui a été fait en matière de PRE et tenter de l'appliquer, en tout cas si ça nous est favorable, pour la FAC. Où là on passait en fait, alors c'était à l'époque où on avait des surfaces, des chaunes et pas des surfaces de plancher, la surface passait de 32 mètres carrés à 128 mètres carrés. Et en fait, alors voilà pourquoi j'ai pris cette décision, parce qu'en fait la Cour administrative d'appel de Versailles, encore une Cour administrative d'appel, caractérise le seul fait qu'il y ait une extension par mètre carré, enfin une extension, et caractérise le seul fait qu'il y a un nombre de mètres carrés supplémentaires pour dire que la PRE est applicable, et donc aujourd'hui pour dire que la FAC est applicable. Donc si
le juge administratif, le tribunal administratif de Versailles, non seulement si déjà il pouvait respecter ce que dit sa cour administrative d'appel de Versailles, et ensuite il pouvait aussi respecter ce que dit par exemple la cour administrative d'appel de Marseille, il conclurait également en ce sens en disant en fait tout simplement, dès l'instant où je vois que l'extension ou l'aménagement caractérise un nombre important, plus ou moins important de mètres carrés supplémentaires, il y a nécessairement des eaux usées supplémentaires générées. C'est en tout cas la logique des juges d'appel, raison pour laquelle il y a des appels qui sont interjetés. Alors là, le cas différent de l'extension, c'est le cas de réaménagement d'un immeuble. J'ai trouvé des arrêts donc, qui étaient là encore sur la PRE, où on réhabilitait un hôtel non occupé depuis 1970, c'était en 2010 que la PRE s'était appliquée, en reconstituant 10 chambres, 6 appartements. Là, on rebascule dans l'application, on peut appliquer la PRE. On ne pouvait pas l'appliquer, ceci dit, quand on avait la division d'un immeuble en 2 appartements, puisque a priori, ça ne supposait pas des eaux usées supplémentaires. Ça pouvait être tout à fait contestable, mais j'ai pas eu de décision après qui venait contredire celle-ci. Et il y a également l'hypothèse qui n'est pas prévue expressément dans le code, mais qui se déduit soit de l'extension, soit du réaménagement, c'est la transformation ou changement de destination de l'immeuble. Alors, par exemple, le tribunal administratif de Toulon, dans une décision de 2016, avait décidé de l'application de la PFAC en cas de changement de destination d'un garage, mais il y avait aussi une création d'une surface de plancher de 43 mètres carrés supplémentaire. Donc peut-être que c'était ça aussi qui avait permis de conclure à l'application de la PFAC, plus que le changement de destination du garage. Enfin, nous, on a prévu effectivement dans nos délibérations, quand on a un changement de destination, donc de prendre en compte donc la caractéristique de la PFAC. Par exemple, si on avait, je sais pas, pas un garage, mais enfin un établissement, donc une réserve, une grande réserve. Donc du coup, comme le coefficient n'était pas le même, donc on fait la différence entre les deux coefficients, entre la partie donc assimilée donc domestique, qui a un coefficient moindre, et la partie domestique qui rejette plus d'eau. Donc on prend en compte de ce qui a été existant, qu'on déduit de la future FAC domestique. Oui, ça, il faut bien faire effectivement dans le changement de destination attention au basculement donc de la FAC assimilée domestique à la FAC domestique s'il y a FAC assimilée domestique. Mais a priori, quand on institue une FAC domestique, on n'a pas de raison qu'on n'institue pas non plus une FAC assimilée domestique, même si les deux sont complètement séparés, donc on peut faire soit l'un soit l'autre. Soit donc les deux. Il y a des collectivités qui souhaitent augmenter donc la partie artisanale ou industrielle, qui ont exempté effectivement la partie assimilée domestique, de cette manière d'avoir plus d'activité sur leur territoire. Donc c'est aussi une possibilité. Oui. Parce que là, c'est pas l'équivalence entre le particulier qui doit être assujetti à la même FAC. Oui, c'est ça, parce que il y a a priori, donc c'est vrai que dans ce cas-là, on pourrait dire alors qu'a priori il y a plus de collectivités ou de groupements de collectivités qui ont décidé d'appliquer la FAC domestique, mais pas forcément la FAC assimilée domestique pour des raisons qui sont pas tant qui sont liées sur le financement de l'assainissement, mais qui sont liées à d'autres problématiques du territoire et à des questions d'attractivité. Mais a priori, on a terminé pour la présentation de la FAC. Moi, j'ai pas d'observation particulière. On peut passer aux questions du public. Eh ben, très bien. Alors, merci messieurs. Nous avons plein de questions qui sont arrivées. C'est bien. Alors, ah oui. Voilà. Alors, la première de Stéphane Meunier. Bonjour. Ce plafond de 80% doit tenir compte du montant du remboursement dû par le propriétaire en application du L1331-2. Donc, c'est vrai, bien. Oui, d'accord. C'est pas une question, c'est une précision et c'est précisé dans le code lui-même. Donc, on doit retirer le coût du branchement aux 80%. On est bien d'accord. La seconde, l'idée, donc toujours Stéphane Meunier,
de prendre d'une part la surface de plancher qui est accessible sur les autorisations d'urbanisme ou la surface fiscale qui est accessible en ce qui nous concerne via la base foncière est intéressante. Toutefois, ces deux surfaces ne sont pas identiques. N'y a-t-il pas dès lors une rupture d'égalité de traitement des usagers puisque la base prise en compte n'est pas la même? Oui, alors forcément elles ne sont pas identiques. Si elles avaient été identiques, on aurait pu dire qu'en fait on prenait en compte que la surface de plancher. Ça dépend en fait comment on caractérise la différence de traitement. Mais par exemple dans le cas du syndicat du CIRNS et du cas présenté par M. Juvanon, on précise bien qu'on prend en compte la surface fiscale dans l'hypothèse où on est incapable de déterminer la surface de plancher, puisque la surface de plancher, elle est récente, c'est une notion qui est récente et qui n'existait pas avant, et que la PFAC, elle est, elle, applicable à des immeubles construits il y a longtemps, soit quand ils sont déjà raccordés avec extension, soit de manière générale, tous les immeubles qui étaient antérieurement construits à la mise en place du service de raccordement. Donc, il y a une différence de traitement, mais il y a une différence de situation objectivement caractérisable. Et surtout que, bon, de mémoire, enfin, j'ai plus la date de changement entre la surface de plancher et la chaude, mais ça va être vers 2011. Oui. Donc, et donc, tout ce qui est antérieur à 2011, effectivement, on n'a pas du tout de notion de surface de plancher. Donc, et la chaude ne permet pas de déterminer une surface de plancher, puisque dans la surface de plancher, on retire les cloisons, on retire les trémies, on retire plein de choses. Donc à ce titre-là, c'est vrai qu'on ne peut pas, de la chaude, déterminer une surface de plancher. Le stockage ne fait pas partie de la liste des activités générant des eaux usées. Donc ça, c'est une remarque de Rémi Gardella. Alors, non, enfin, le stockage non, mais le personnel qui est dans ce stockage a obligatoirement donc un sanitaire, puisque c'est le code donc de la santé publique qui s'applique. Donc il y a obligatoirement au moins un sanitaire. Donc il y a effectivement un rejet d'eau usée. Stéphane Meunier à nouveau sur les modalités d'application de la PFAC sur les ANC existants dans le cadre de la création d'un réseau neuf. Peut-on considérer qu'un usager qui dispose d'une installation d'ANC conforme fait une économie du fait de la mise à disposition du réseau? Peut-on dans ce cas appliquer la PFAC? C'est ce que j'ai exposé tout à l'heure. Nous, on a pris un tarif dégressif en considérant l'amortissement donc de l'ANC conforme, je dis bien un ANC conforme, donc de telle manière que le riverain soit pas et pas la double peine, puisqu'à ce moment-là, il aurait payé son assainissement et de l'autre côté, on lui fera payer le branchement. Donc à ce titre-là, donc parce qu'il peut très bien être exonéré pendant 10 ans. Hein, donc ça, c'est une volonté de la collectivité. Donc cette exonération. Alors je vais laisser peut-être donc Maître Carré rebondir sur la dernière remarque de Rémi Gardella. Je parlais EUAD. D'eau usée assimilée domestique, je suppose que c'est voilà. Ce dont il parle, mais ça ne change pas à la réponse de M. Juvanon sur le stockage et sur les eaux usées supplémentaires qui peuvent être caractérisées en dehors de ce cas de stockage. Alors, comment gérez-vous les changements de destination? C'est évidemment pas le plus compliqué, c'est quand on passe de la PFAC domestique à assimilée domestique ou de la PFAC assimilée domestique à la PFAC domestique. M. Juvanon avait précisé comment faisait le CIRNS. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les syndicats ou de toutes les collectivités ou groupements de collectivités compétents. Il y a une possibilité de déduire le montant qui était déjà imposé, qui est déjà imposé, et déjà payé au montant qui va être actuellement recouvré. C'est a priori la solution qui me semble, en tout cas moi, la plus juridiquement sécurisée et la plus équitable. Après, le changement de destination, il caractérise, comme on précise, dans la loi, on ne parle pas de changement de destination, on parle simplement d'hypothèse de travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire des eaux usées supplémentaires. Donc, si c'est un changement de destination qui le caractérise, ça n'empêche pas son application, l'application de la PFAC. Donc, il
n'y a pas de difficulté à s'interroger sur savoir si la PFAC s'applique. Après, le montant qui s'applique, effectivement, il y a des interprétations qui peuvent différer. Alors, généralement, c'est quand même toujours dans l'autre sens, c'est-à-dire assainissement assimilé non domestique vers domestique. Hein. Donc, à ce titre-là, c'est quand même, c'est plus facile puisque, pour nous, l'assimilé domestique paye beaucoup moins que le domestique puisque son rejet est moins important, à part quelques exceptions près. Mais là, c'est des autorisations donc un peu différentes qui sont liées donc à l'activité. Et c'est plus des assimilés, c'est des industriels, donc à ce titre-là. Donc, mais autrement, généralement, l'assimilé domestique est moins sujetti donc à une redevance importante que celui-là du domestique. Alors, on revient sur notre discussion avec Rémi Gardella, qui nous dit « Oui, mais on peut réclamer une FAC assimilée domestique si les activités sont dans la liste définie par l'arrêté de 2007, dans l'annexe de l'arrêté, oui, on n'a pas de... » Alors, Jérôme Filastre, le propriétaire s'étant déjà acquitté de la FAC lors de la construction de son habitation, doit-il repayer la FAC lors d'une extension ultérieure de son habitation? Oui, c'est le principe de dire que la FAC est également applicable pour un immeuble déjà raccordé. Immeuble déjà raccordé signifiant immeuble qui est susceptible d'avoir déjà payé la FAC. Pas forcément, puisque si à la date à laquelle l'immeuble avait été raccordé, la collectivité n'avait pas institué la FAC, il se peut qu'il ne l'ait pas payé. Mais a priori, c'est le principe même de la FAC en cas d'eau usée supplémentaire. Alors, la difficulté aussi, c'est de savoir si les gens ont payé la PRE ou ont payé la FAC. Donc nous, on est parti du principe qu'ils ont tous ceux qui sont raccordés, ont déjà payé. Pourquoi? Parce que c'est impossible de savoir s'ils avaient déjà payé à l'époque, etc. Donc du coup, on leur demandera pas de payer deux fois, même si on ne sait pas s'ils ont payé. Donc effectivement. Et après, si on a payé la PRE pour sa construction à la date à laquelle elle a été donc construite, puisque c'était pour la PRE, c'était à la date de l'autorisation, et si donc PRE s'est supprimé, on institue la FAC, et que après l'institution de la FAC, on réaménage sa maison, on peut appliquer la FAC alors même qu'on a payé la PRE, mais sur la seule partie en fait qui était construite. On peut pas appliquer la FAC quand la PRE a été appliquée à propos du même champ de construction, on va dire. Mais la FAC, la PRE appliquée à la construction d'un immeuble ne fait pas obstacle à l'application de la FAC en cas de réaménagement ou d'extension de l'immeuble. En gros, on ne peut pas payer deux fois là où on a payé une fois. Exactement. Stéphane Meunier, pour statuer sur cette question d'effluents supplémentaires, ne faut-il pas faire un lien préalable au fondement de la FAC qui est, pour tenir compte de l'économie par eau réalisée. Par les propriétaires tentent d'installer une installation d'évacuation, voilà, ou d'épuration individuelle réglementaire, ou la mise aux normes d'une telle installation. Dans quel cas un aménagement induirait-il des travaux sur l'installation d'ANC? Enfin, si on se base là-dessus, ça va être très très compliqué quand même, parce que déjà, il faut connaître tout ce qui existe en ANC. Bon, en principe, les SPANC le savent, mais enfin, la collectivité n'est pas forcément la même entre celle qui gère le collectif et celle qui gère donc le SPANC. Bon, dans bien des cas, c'est la même, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, à ce titre-là, il faut vraiment savoir un peu quelles sont les surfaces et ce qui existe sur la zone locale. Et en plus, le prix d'un assainissement non collectif est très différent en France. Nous, en région parisienne, il est très très cher. Donc, à ce titre-là, quand on prend les 80% et quand on a la fosse complémentaire à mettre parce qu'on a dépassé les 3 mètres cubes et qu'il faut il y a un logement supplémentaire qu'il faudrait remettre un mètre cube supplémentaire, ça devient très compliqué de chiffrer. Donc, à ce titre-là, alors, est-ce qu'une chambre effectivement nécessite une pièce supplémentaire? Donc, on peut effectivement prendre la base de l'ANC, mais ça va être très compliqué parce que la collectivité n'est pas forcément la même qui connaît ce qui existe déjà. Donc.
Mais c'est une remarque intéressante parce que c'est effectivement l'objet même de la fac, c'est de dire qu'on tient compte de l'économie que voilà, la personne réalise en évitant d'installer son installation d'ANC. Et pour répondre à la question dans quel cas un aménagement induira-t-il des travaux sur l'installation d'ANC, effectivement, mais cette question, elle n'a pas à être posée. C'est la question qui se pose, c'est est-ce que l'aménagement génère des eaux usées supplémentaires ou non. Effectivement, dans quel cas un aménagement induirait-il des travaux sur l'installation d'ANC, c'est difficile d'y répondre, mais il faut détacher cette notion du coût que constitue une installation d'assainissement non collectif de votre calcul de la fac, sauf pour dire que c'est inférieur à 80% que coûte l'installation d'ANC. Mais la logique n'est pas la même. Alors, Rémi nous signale que dans leur collectivité, eux, ils n'appliquent la FAC ils appliquent la FAC sur tout ce qui augmente la capacité d'accueil du bâtiment, qu'il y ait de l'eau ou pas. Mais ils ne comptent pas les vérandas, les abris, les dressings, les entrées. Oui. Voilà, pour être en analogie avec l'ANC. Alors, moi, je voudrais savoir comment ils savent les dressings, les abris à la rigueur, mais un dressing à l'intérieur, normalement, il n'a pas à le savoir. Eh ben alors, on peut demander, Rémi, comment faites-vous? Il ne peut pas le savoir, normalement. En tout cas, il nous précise. Et c'est du pénal, en plus, je vous signale. C'est du pénal. Si on connaît l'intérieur de la maison, c'est du pénal. Alors, Pierre, vous avez levé la main. Je vous propose de décrire dans le module de chat. Alors, j'ai vu que vous aviez écrit une question. On y arrive. Il y a beaucoup de questions. Donc, on va traiter la vôtre aussi. Si vous en avez une autre, je vous invite à la poster. Parce que si je vous donne la main, en fait, quand vous appuyez sur le petit bouton lever la main, si je vous donne la main, j'active vos droits de micro. Et comme nous sommes nombreux, je peux pas activer le micro de tout le monde. Alors, pour continuer, Marie-Laure Bell. Bonjour, la FAC étant considérée par sa nature juridique comme une contribution, le délai de recouvrement d'assiette de la FAC est-il bien de 5 ans à compter du fait générateur? Oui, tout à fait. Alors c'est un oui franc. Mais le seul problème, c'est le fait générateur. Qui est le raccordement effectif. Qui est le raccordement effectif, et c'est le constat du raccordement effectif qui fait le fait générateur, et ça devient compliqué. Surtout sur les extensions. Alors Rémi à nouveau, comment gérez-vous les régularisations d'extension? Alors là, c'est une autre histoire, ça. Moi, je peux vous donner un exemple. On a eu un permis de construire de Saint-Claude, sur lequel la commune n'a pas voulu, enfin à l'époque c'était la DDE qui n'a pas voulu donner, qui s'est trompé en envoyant un seul, en refusant sur les 5, mais en envoyant une seule lettre commandée, alors qu'elle aurait dû en envoyer 5. Donc ça veut dire que les permis de construire ont été des permis de construire de fait, et donc la collectivité a été recherchée, enfin bref, et donc du coup on n'avait pas connaissance, nous, de l'assainissement et du branchement, et donc à ce titre-là on s'est passé de la fac parce qu'on ne pouvait pas la récupérer de façon sans passer par le tribunal, et c'était assez compliqué. Donc, normalement, les extensions, ça n'existe pas. Quand elles ne sont pas déclarées, donc, elles sont illégales. Ça pose un problème. C'est vrai que là-dessus, on n'a pas trop de solutions. En ce qui concerne les immeubles neufs, la surface fiscale est accessible par le CERFA H1. Voilà, c'est donc un commentaire de Stéphane Meunier. Alors, Bénédicte Morin, un élu est en train de réaliser des travaux de réseau d'assainissement actuellement sur sa commune et voudrait savoir s'il est possible de demander la FAC au nouveau raccordé, sachant que la FAC n'a pas été encore votée au CM, donc au conseil municipal. L'article L 1331-7 du CSP dit que les propriétaires d'immeubles raccordables s'acquittent d'une FAC à la date du raccordement, à partir du 1er juillet 2012, malgré le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Est-il possible de demander aux propriétaires de nouveaux branchements en cours dans cette commune? La PFAC, même si électoralement parlant, ça va être compliqué. Oui, et électoralement, là, je ne sais pas si j'ai une réponse. Non, une réponse politique, là, nous, on ne l'aura pas. Mais juridique, en tout cas, j'en ai une. Alors moi, je peux avoir une réponse politique parce que je peux changer de casquette, parce que je suis aussi élu. Donc, ça, c'est son problème. Après, bon, il voit avec ses concitoyens. Bon, mais enfin, la réponse juridique, elle, à partir du moment où les gens ne sont pas branchés et que il n'y a pas de branchement, je pense qu'on doit pouvoir, mais il faut qu'ils se dépêchent s'ils veulent l'instaurer. Hein. Oui, la meilleure réponse, c'est ça, c'est de se dépêcher d'instaurer. Après, comme je précisais dans la présentation, il y avait une réponse ministérielle qui précisait qu'on pouvait faire une application rétroactive de la PFAC par la délibération, et donc délibérer aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 mars 2019, pour dire qu'on institue la PFAC depuis le 1er juillet 2012. Ça me paraît quand même très périlleux. Moi, ça me paraît très périlleux. Et surtout que Madame Morin cite à juste titre la jurisprudence du Conseil d'État sur l'interdiction des actes administratifs à effet rétroactif, qui est, comme toute interdiction, assortie d'exceptions. L'exception est donnée par une réponse ministérielle, mais une réponse ministérielle, ça n'a pas de valeur juridique probante, ça n'a aucune valeur juridique. Ça l'est, c'est intéressant de les connaître et c'est intéressant de les mettre en œuvre. Mais si vous allez devant le juge avec simplement une réponse ministérielle qui va dans votre sens, c'est pas très bon signe. Donc, moi, je suis partisan de la solution de M. Giraumont, à savoir se dépêcher. Et, tant que le réseau n'est pas en activité, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, mais il faut le faire vraiment le plus tôt possible. Alors, Pierre Guittard, on arrive à votre question. Bonjour, l'article 1331-7 donc parle d'immeubles soumis à l'obligation de raccordement. Peut-on alors dissocier le nombre d'appartements dans la construction de logements collectifs ou doit-on facturer une seule FAC ? Eh bien, je pense qu'on peut faire les deux, mais ça dépend du statut des logements. Ça doit dépendre, oui, et du statut des logements, de ce que vous avez dit dans votre délibération, puisque comme on précisait, si dans votre délibération vous dites qu'il y a une FAC qui est due par raccordement et que l'immeuble, il y a un seul raccordement pour l'immeuble collectif, il n'y aura qu'une seule FAC, logiquement, en appliquant la délibération que vous aurez prise vous-même, qui précise qu'il y a une FAC par raccordement. Si vous précisez que les FAC sont dues par logement, ça ne me paraît pas impossible de l'appliquer à à chaque appartement. Mais c'est au propriétaire, donc on va voir comment ont été. Comment est constitué l'immeuble. Constitué l'immeuble, parce que c'est là où c'est la problématique. Donc, parce qu'on ne va pas faire supporter, par exemple, si c'est par le logement, le premier qui rentre dans son logement, il ne va pas supporter la FAC de tout le bâtiment. Donc c'est là où c'est. Pour moi, c'est par logement que ça peut s'appliquer. Et surtout que si on l'a par rapport à la surface de plancher, la surface de plancher, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire, donc c'est par son logement. Donc Stéphane Meunier, tout à fait d'accord sur la notion de double peine, mais j'avais en tête que dans le cas d'un usager qui dispose d'un ANC conforme, avant de se raccorder, ne peut être considéré comme faisant une économie. D'où la question du fondement même de l'application de la FAC, dégressive ou non, dans ce cas d'espèce. C'est-à-dire... Donc, j'avais en tête que le cas d'un usager qui dispose d'un ANC conforme avant de se raccorder ne peut être considéré comme faisant une économie. Parce qu'il est conforme. Parce que son ANC est conforme. Donc parce qu'il est conforme. Pas de mise en conformité, il n'y a pas d'installation. Non, c'est bien pour ça qu'on a mis le délai d'amortissement de 10 ans. C'est-à-dire que si on considère que l'ANC est amorti au bout de 10 ans, donc s'il est 5 ans, donc on l'exemple de 50%. En gros, c'est ça. Et vous comptez l'entretien du dispositif d'ANC? Non, mais lui, il se branche directement. Donc, il est branché. Donc, on lui fait faire l'économie du branchement. Mais il n'est pas obligé de se brancher. C'est-à-dire qu'il a 10 ans
à partir du moment où il est conforme pour se brancher, mais s'il se branche à la 10e année, il va payer la fac. S'il se branche à la première, enfin tout de suite dès sa conformité, il la payera pas. Donc c'est une incitation qu'on a mis en place pour le branchement. Donc parce qu'on considère qu'on amortit sur 10 ans. En gros, c'est ce que les tribunaux ont pris comme durée d'amortissement sur l'assainissement non collectif. Bon, là-dessus, un tribunal peut très bien revenir là-dessus. Il peut dire que c'est 20 ans. Donc, Alors, merci pour ces précisions. Alors, je reviens sur la question de Pierre Guittard qui dit « Nous avons repris le terme immeuble. L'immeuble est en fait un bailleur social. » C'est pas un bailleur social. Voilà. Voilà, est fait par un bailleur social. Qui va payer la fac, a priori. Ouais, c'est lui qui va payer la fac, puisque c'est le propriétaire. Donc, le bailleur social payera la fac. Alors, Rémi Gardella, on ne le sait pas, on prend juste ce qui est noté dans l'arrêté, donc on prend tout, sauf quand c'est précisé. On prend les bureaux, par exemple. Voilà, donc Rémi ne connaît pas l'intérieur des gens, de chez... D'accord, merci. Voilà. Pascal Ribaud, comment faites-vous les contrôles de conformité des installations intérieures alors, moi, je peux vous donner mon retour d'expérience, c'est que systématiquement, quand on a un permis, une DP, on vient contrôler derrière. Quand c'est une DP, c'est plus rapide puisque généralement le branchement est déjà fait. Donc on fait des contrôles donc de conformité en même temps. Donc on vérifie toute la conformité de l'installation. Donc, ce qui nous permet d'être sûr déjà des branchements et puis de l'autre côté d'être sûr que l'extension est bien opérationnelle, où les gens l'utilisent bien. Alors, j'ai un mot à passer à Isabelle Fontaine et Rémi Gardella. J'ai remarqué que vous aviez deux connexions, donc j'ai épuré là le listing. C'est peut-être, je ne sais pas si vous aviez un écho ou pas, mais si vous aviez un écho, c'était la raison, la cause, c'était ce qui provoquait l'écho. Voilà. Alors, Carole Baudroy, y a-t-il un risque d'avoir considéré dans notre délibération que la personne redevable est le pétitionnaire, personne physique ou morale ayant déposé la demande d'urbanisme, au lieu du terme propriétaire? Alors, oui, il y a un risque puisque la loi parle expressément de propriétaire et pas de pétitionnaire. Le risque, il est aussi du fait là, on est plutôt dans la PRE, alors la délibération, elle doit instituer la fac, je ne dis pas, mais on fait comme si on était dans une PRE où la participation serait exigible à compter de l'autorisation d'urbanisme. Alors, c'est pas le cas pour la fac, même si ça peut être en pratique recouvrer la même période, la fac, elle est redevable à partir du raccordement effectif. Donc, mieux vaut distinguer, même dans la délibération qui institue la fac, la notion d'autorisation d'urbanisme, toutes les notions d'urbanisme, donc autorisation d'urbanisme, demande d'urbanisme, pétitionnaire, et simplement parler de propriétaire d'un immeuble soumis à l'obligation de raccordement et à la date du raccordement, et dire que la fac est exigible à la date de son raccordement. Effectivement, le pétitionnaire n'est pas forcément le propriétaire. Donc, c'est bien souvent le cas, mais c'est pas du tout certain que le pétitionnaire. En plus, un pétitionnaire peut déposer plusieurs permis de construire, plusieurs DP, donc c'est vraiment le propriétaire qu'il faut viser. C'est pas le futur propriétaire qui doit payer la fac, c'est bien le propriétaire actuel, et qui va l'être. Et écoutez, je n'ai plus de questions. Alors, je vais vous laisser une minute de plus. Ah, si, j'en ai encore une autre de Stéphane Meunier. Donc, je vous laisse encore une petite minute pour rédiger vos questions, vos commentaires. Peut-être que vous avez aussi des choses à partager, des choses qui vous sont arrivées grâce à la fac ou à cause d'ailleurs. Souvent à cause. Et donc, je vous rappelle, en bas de l'écran, vous avez donc un petit module qui s'appelle « Avoir et à revoir ».
Vous avez plusieurs conférences à venir avec les dates du 22 mars au 16 avril. Donc demain, on parlera de micropolluants avec Sepia Conseil. On fera donc un petit panorama, voilà de quoi parle-t-on et comment hiérarchiser l'action donc pour lutter contre ces micropolluants. Le 26 mars, donc on parlera du plan communal de sauvegarde qui est une réponse lors de crises d'eau potable sur un territoire. Le 11 avril, on parlera d'anti-endommagement des réseaux avec donc ces nouvelles obligations donc que vous découvrirez. Le 16 avril, eaux pluviales urbaines. Donc c'est une compétence, mais est-ce que ça ne devrait pas être une mission partagée? C'est la question donc que l'on posera à nos experts. Autre chose. Et puis deux VOD. Si vous n'aviez pas suivi la première et la seconde conférence dédiée à la PFAC, vous avez deux VOD donc qui sont à votre disposition en attendant la quatrième. Stéphane Meunier, donc je reviens sur cette question d'assujettissement des maisons en ANC. Si l'installation ne nécessite pas de travaux, pardon, alors je ne l'ai pas publié, nous n'appliquons pas la PFAC considérant que l'usager qui se raccorde ne fait pas d'économie. C'est une position que je trouve assez souvent dans d'autres collectivités. C'est ça. La question est donc juridique. Est-ce qu'un usager qui dispose d'un ANC conforme au moment de son raccordement rentre bien dans le critère de l'article 1331.7 sur l'économie? Oui, pour moi, oui. À ce niveau-là, oui, c'est clair. C'est pour ça que nous, on l'a mis en incitation et pas en obligation. Donc. Monsieur Landau, monsieur Carré. Il faudrait que ça, c'est un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel qui se serait prononcé là-dessus. À mon avis, le Conseil d'État, non. Mais ça me paraît pas impossible, évidemment. J'ai pas la réponse du juge. Alors, moi, je voudrais simplement préciser quand même que toute la jurisprudence qu'on voit apparaître là, qui va dans tous les sens à l'heure actuelle, peut poser quand même de sérieuses difficultés aux collectivités, puisque, en ce qui me concerne, donc nous, la FAC représente quand même pas loin d'un quart du budget des recettes du syndicat. Je ne parle pas des subventions, je parle simplement des recettes sur la redevance. Donc ça peut mettre vraiment en péril les collectivités si jamais la jurisprudence montre que même sur les extensions, et nous on a beaucoup d'extensions, on ne peut pas appliquer donc la FAC sur ces parties-là. Quand je vois que presque 100 mètres carrés qui équivaut vraiment à la taille moyenne d'une maison, peuvent être exclus de ça va poser un problème si jamais la jurisprudence continue à aller dans ce sens-là. Fabienne Dabin, dans le cas des ZAC exonérés, dans le cas des ZAC, exonérez-vous de PFAC automatiquement tous les propriétaires ou calculez-vous une PFAC spécifique à chaque opération? Et là, je crois que c'est le code qui le précise lui-même. C'est déjà, il faut voir si les opérations, dans le programme des équipements publics, sont inscrits, les opérations d'assainissement, les travaux de collecte. Si ces travaux sont inscrits dans le programme des équipements publics, c'est à l'aménageur de la ZAC de payer la PFAC, et donc, logique, c'est pas à personne d'autre. Il n'y a pas d'application de la PFAC. Et c'est, je crois, ce qui est le plus recommandé, en tout cas, c'est de l'inscrire dans le programme des équipements publics. C'est en tout cas ce que j'avais lu. Si c'est pas le cas, a priori, oui, ce serait au propriétaire individuellement, de payer une PFAC pour chaque raccordement. Et par contre, si la ZAC prévoit que tout ce qui est réseau, tout ça est à la charge de l'aménageur, la FAC derrière, elle doit disparaître. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Sarah Pin, un constructeur a déposé un PC pour 28 logements. Après construction, il vend la totalité des logements à un bailleur social.
Doit-on lui appliquer une réduction de 50% de la PAC, le FAC? Alors pourquoi 50%? Alors pourquoi? C'est-à-dire on va imposer 50% de bailleur social et... Non, c'est le propriétaire qui paye, franchement. Hein. Il n'y a qu'une personne qui paye et il n'y a pas d'exonération de cette personne et il n'y a pas de partage, a fortiori, de la FAC entre, là, ça serait le propriétaire, constructeur, parce qu'il le vendrait immédiatement à un bailleur social qui lui-même serait donc propriétaire à l'issue de la vente des biens. Non, c'est le constructeur qui paye 100%. Mais pourquoi vous aviez pensé à cela, Sarah, qu'on puisse bien comprendre? Non, mais moi je comprends. Après, la logique, c'est de dire que voilà, le constructeur le fait dans la simple logique de vendre ce qu'il construit, donc de ne pas être propriétaire à terme. Mais en fait, la FAC, elle est applicable au propriétaire à la date du raccordement, donc très souvent du constructeur. C'est le raccordement qui compte, hein, donc c'est le propriétaire au moment du raccordement. Donc, voilà. Très bien. Écoutez, Stéphane, encore. Alors, Stéphane Meunier, quelle lecture faire de l'article L1331-7 pour définir qui est redevable? Si un pétitionnaire fait la démonstration que ses travaux d'extension ou d'aménagement n'auraient pas eu de conséquences s'il avait eu une installation ANC, doit-il être assujetti? Mais non, en fait, je pense que je comprends la logique et ça se plaide complètement. Mais les travaux d'extension ou d'aménagement, ils sont assujettis à la FAC si on voit qu'ils sont susceptibles de générer des eaux usées supplémentaires. C'est-à-dire, comme le cas là qu'on présentait, c'est-à-dire que si dans une maison on construit 100 mètres carrés supplémentaires de maison, on suppose que c'est même pas on change de l'action de changement de destination, de tout ça. Ça suppose nécessairement des eaux usées supplémentaires. Ça suppose plus d'activité. C'est le principe même de créer, d'avoir une extension. Donc, il y a assujettissement de la FAC. Je ne pense pas qu'on a besoin de s'interroger sur savoir les conséquences qu'il y aurait eu en cas d'installation d'assainissement non collectif. C'est juste l'idée que la notion d'installation d'assainissement non collectif en matière de FAC, elle est inscrite par le législateur simplement, entre guillemets, pour dire que vous ne pouvez pas imposer plus de 80% de ce qui aurait été dû en la matière. Et effectivement, je conçois complètement que c'est difficile à distinguer et à définir ce qui aurait été dû en matière, dans le cas d'installation de mise aux normes d'une installation non collective. Avec les deux questions les plus pertinentes. Le dimensionnement d'un ANC d'une maison individuelle est fait sur la base du nombre de pièces principales et non de la surface. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais la notion de 80% est liée simplement sur une somme et pas sur le principe. C'est-à-dire que c'est la somme qui ne doit pas dépasser 80% de l'assainissement non collectif. Et donc, à ce titre-là, après, on détermine soit un forfait, soit un pourcentage par mètre carré. Donc, mais autrement, c'est deux choses différentes. Voilà. S'il n'y a pas d'augmentation du nombre de pièces principales, alors il n'y a pas d'impact sur l'ANC. On est d'accord. Oui, non, mais on est entièrement d'accord. Mais en plus, pour aller comme dans le sens de ce que nous disons, même les juges, même quand on a des solutions défavorables, ils se réfèrent pas à la notion, ils se réfèrent pas au fait que s'il y avait une ANC, celle-ci aurait été pas forcément, il n'y aurait pas eu besoin de la mettre aux normes, ou il n'y aurait pas eu forcément besoin de l'élargir. Les juges se réfèrent pas là-dessus. Ils vont droit à l'essentiel en disant est-ce qu'il y a des eaux usées supplémentaires générales. Pascal Ribaud. Et donc, ayant un réseau neuf à disposition, mais l'obligation de la mise en place d'un poste de relèvement sur domaine privé, le propriétaire peut-il demander une réduction de la FAC? Pour moi, c'est non. Alors pourquoi? Parce qu'il est en domaine privé, donc c'est son rejet. Et donc, à ce titre-là, la FAC, elle est la même pour tous, hein, donc, sur le même territoire. Yvan Vaufredas. Alors, suite à la question de Sarah Pin. Donc, je vous rappelle la question, c'était un constructeur a déposé un permis de construire pour 28 logements. Oui. Voilà, il a vendu les 28 logements à un bailleur social et donc on se demandait s'il n'avait pas une ristourne de 50%. Bon, alors, Yvan complète. Application au constructeur de 28 FAC logements ou qu'une FAC raccordement? Oui, ça c'est la question. Est-ce qu'il y a un raccordement
ou est-ce qu'il y a 28 raccordements? D'une part, je pense que ça. Et est-ce que la délibération dit une fac par raccordement ou une fac par logement? C'est aussi la deuxième question à voir. Mais ça peut être... Après, le montant sera pas forcément... Voilà, le montant sera même le même, en fait, oui. Il n'y aura pas de différence notable, en tout cas, c'est sûr. Sur le territoire du CIAN, c'est quoi? C'est une fac par raccordement ou par logement? Par logement. Et si demain on avait à écrire une délibération, selon vous, il faudrait plutôt se tourner vers une fac par logement. Par logement. Hein. Alors, exigible à compter du raccordement, mais ça ne veut pas forcément dire par raccordement. Alors Sarapin justement répond: les logements sociaux bénéficiant d'un taux réduit de la fac. Je voulais savoir si dans ce cas de figure nous l'appliquons. Oui, mais non. Dans le cas de figure qu'elle a presté, a priori, toujours pas, parce que c'est pas le logement, le bailleur social qui doit le payer, qui doit payer la fac. C'est le constructeur. À moins que le constructeur ait vendu avant de faire le branchement. Ouais. Oui. Si le constructeur a vendu avant de faire le branchement, effectivement, c'est le bailleur social qui est... Mais est-ce que dans la délibération, le bailleur social est exempté de 50% de la fac? C'est la délibération qui le dit. Stéphane Meunier, est-ce que les avocats ont défendu ce point de vue dans les cas de jurisprudence à votre connaissance? Car effectivement, dans les cas de jurisprudence que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, cet angle d'approche n'a jamais été fait, d'où mon interrogation sur l'interprétation du L13317. Et alors, ce cas de figure, c'était Stéphane... Alors, on parlait d'ANC, pardon. Oui, ah oui, d'accord. Stéphane Meunier, on parlait d'ANC. Ouais, moi non plus, à connaissance. Après, je trouve que c'est pas non plus... ça peut être défendu, mais comme je dis, en tout cas, les juges qui tranchent dans un sens ou dans un autre, ils s'intéressent pas à ça. Et c'est pas... Je pense pas que le juge administratif aurait l'audace d'aller prendre un tel raisonnement. Je sais même. En plus, sur les jugements qu'on a eus, nous, il y a aucun habitant qui est, par le biais de son conseil, n'a soulevé le problème. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut soulever le problème pour savoir, et puis voir ce que le juge va dire. Moi, j'y crois pas, parce que pour moi, c'est le but de chiffrer un maximum, voilà. et pas de voir si on est obligé de remettre son assainissement non collectif, surtout que à partir du moment où l'assainissement non collectif n'a pas été mis en place, le chiffrage de l'extension de l'assainissement non collectif, je ne sais pas comment on le fait. Impossible à faire, oui. C'est impossible à faire. Oui, tout à fait. C'est le 80% qui compte. Après, le législateur, il aurait pu... il a trouvé logique en parlant de l'installation d'assainissement collectif, mais à la limite, il aurait pu dire 80% d'un prix complètement différent et de l'installation d'assainissement collectif ou de quelque chose complètement différent. Alors, ça aurait été complètement inopérant, mais c'est simplement dire que c'est un plafond qu'on fixe. Et c'est pas on doit respecter le plafond, mais il n'y a pas de cause à effet entre l'installation d'assainissement collectif et le coût et le montant de la fac. Alors, quand on parle de 80%, c'est bien 80% moins le coût du branchement. Hein. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas suffisamment précisé lors de la webconférence, et c'était ce que le premier commentaire dans les questions faisait valoir, c'est effectivement ça. 80% moins les frais de branchement au sens du L1331-2 du Code de la santé publique. Bien, alors, messieurs, je n'ai plus de questions. Donc, nous allons pouvoir changer d'écran. Et merci. Donc, merci à tous les deux. Merci, Maître Carré. Merci, Monsieur Juvanon, d'être intervenu et d'avoir partagé votre retour d'expérience avec la communauté. Alors, avant de nous quitter, chers participants, je vous demande de bien vouloir encore prendre 1 minute pour remplir le sondage de satisfaction qui apparaît sur votre écran. Donc c'est très important pour que nous puissions vous proposer à l'avenir des sujets et des formats qui sont bien plus adaptés à vos préoccupations et à vos besoins, et pour que nous puissions nous améliorer dans un process d'amélioration continue. Donc, avant de quitter, vous cliquez sur « Cette conférence a-t-elle répondu à vos attentes ?» Alors oui,
En partie, totalement, pas vraiment, pas du tout. Si cela n'a pas répondu à vos attentes, il faut nous le dire. Enfin, c'est très bien, mais il faut nous dire pourquoi. Hein, parce que sinon, on n'arrivera jamais à s'améliorer. Donc, vous avez une deuxième question, des questions en suspens. Là, vous pouvez mettre pourquoi vous n'avez pas apprécié la conférence. Et puis, si vous étiez à plusieurs, alors si vous étiez à plusieurs derrière l'écran, on sait qu'il y a toujours des services qui se réunissent. Pour qu'on puisse envoyer les attestations de formation, il faut que vous nous mettiez les noms, prénoms, fonctions, mail, téléphone, etc. de vos collègues pour que on puisse donc à la fois envoyer les attestations de formation, mais aussi dresser le bilan complet à votre organisme en fin d'année. Enfin, vos attentes et votre expérience. Si vous voulez voir des sujets particuliers affichés au programme, vous le mettez dans vos attentes. Si vous voulez prendre la parole comme aujourd'hui Maître Carré et Monsieur Juvanon et donner avoir votre expérience à la communauté, vous pouvez le faire aussi. Et donc ce sera dans le dernier module. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.